Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Beeple Vert pour le débrief ludique de la semaine. Le débrief ludique, c'est une émission où ensemble on va parler des jeux de société auxquels j'ai joué on va essayer pendant à peu près une petite heure. Comme d'habitude, on va parler donc des jeux auxquels j'ai joué courant de la semaine et on va aller sur MyLudo pour voir un petit peu la fiche du jeu et mettre une petite note. Eh bien, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec le premier jeu dont je vais vous parler ce soir, c'est Daybreak. Je vous en ai déjà parlé, Daybreak, on a déjà fait plusieurs parties, on a refait une partie à 4 joueurs. Daybreak, c'est ce jeu qui a reçu le Kennerspiel des Jahres en 2024. C'est un jeu de Matt Leacock et Matteo Menaspas. Donc c'est un jeu coop, on va dire expert, dans lequel nous allons tenter de, entre guillemets, sauver la planète, c'est-à-dire réduire les émissions de carbone, en tout cas de gaz à effet de serre et tout ça. Donc ça se présente en fait tout simplement avec un plateau central, comme celui qu'on voit ici, avec le thermomètre, c'est-à-dire la température qui est indiquée, qui au fur et à mesure de la partie en fait va augmenter. Ça va augmenter tout simplement en fonction des espèces de catastrophes qui sont les cartes qui sont ici. On va pouvoir réduire justement tous ces petits cubes là qui matérialisent en fait le carbone qui va être ajouté sur ce thermomètre. Si jamais les forêts et les océans n'arrivent pas à l'absorber en fonction de la partie à chaque tour. Comment ça va se jouer? Tout simplement avec des cartes, ni plus ni moins. On va avoir des cartes qui vont être sur chaque plateau perso. C'est complètement asymétrique. Chaque joueur va jouer une nation, soit l'Europe, soit la Chine, soit les États-Unis, soit le monde majoritaire. Donc ça se joue jusqu'à 4. Et donc avec cet effet, les effets de ces cartes, nous allons tenter en fait de supprimer toutes les petites tuiles que nous avons sur notre plateau perso, qui en fait représentent donc ces gaz à effet de serre. Donc là, on voit par exemple pour les voitures, la production d'électricité, les déchets, les habitations, l'industrie et les animaux. En tout cas, l'industrie de la viande. Donc on va tout simplement jouer des cartes. Ces cartes-là vont représenter des actions qu'on va pouvoir activer à notre tour. Et ces actions, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir soit les changer en posant une nouvelle carte par-dessus, soit on va pouvoir les améliorer en posant une carte par-dessous. Si on pose une carte par-dessous, vous voyez, on va ajouter en fait des icônes. Et ces icônes-là vont nous permettre en fait de renforcer l'action de la carte qu'on a dessus. Pour citer vite fait un exemple, sur cette action-là, que je n'arrive pas à voir, mais si on a une icône, entre une et deux icônes violettes, eh bien on peut créer une énergie verte, une énergie renouvelable qui est ici. Plus on va avoir d'icônes violettes, plus on va pouvoir créer d'énergie verte et en plus avoir des petits bonus. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure de la partie, eh bien, on va réduire ces gaz à effet de serre et donc tenter de stopper en fait la montée de température sur le plateau central. Et donc c'est complètement asymétrique. Tous les joueurs ont un set de départ et en coop en fait on va essayer de chacun de notre côté on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émissions de gaz à effet de serre ou que ce soit en fait tout absorbé par donc les forêts et les océans. On gagne la partie si jamais il y a moins de gaz comme ça. Si tout est absorbé et du coup qu'on ne la mette pas ici et que même ce qui est ici est absorbé par les forêts et les océans, c'est le seul moyen de gagner. Par contre, il y a plusieurs moyens de perdre, c'est-à-dire que si jamais la température arrive à plus de degrés, on perd également si un joueur a tous ces jetons de rempli. Ces jetons-là, ce sont les communautés en crise.
Donc c'est-à-dire que en fait dans son pays il y a plus de population en crise que ne peut supporter, on va dire en tout cas le pays. Du coup ça c'est une condition de fin de partie et de perte. Et la troisième façon de perdre, en tout cas, c'est voilà, si au bout de la 6e manche, on n'arrive toujours pas à réduire la température. Donc, on avait déjà joué à 2, on a joué à 4, et bien ça fonctionne aussi très très bien. C'est un coop dans lequel il n'y a pas d'effet leader, puisque chacun va vraiment pouvoir faire une partie du plan, en fait, qu'on va mettre en place tout au fur et à mesure de la partie. Donc il y a des petits trucs supplémentaires, des dés qui vont faire augmenter, voilà. Donc ça c'est par exemple la mise en place de départ avec l'énergie qu'il faut tenter de supprimer pour mettre de l'énergie verte à la place. Il faut que l'énergie soit toujours au total égale au moins à la population, en tout cas la demande de la population en électricité, évidemment, sinon ça fait une population en crise. Enfin voilà, il y a tous ces cubes-là qu'on va rajouter au fur et à mesure. Donc ça fonctionne aussi bien à 2 que à 4. Voilà pour des breaks, je lui avais mis une note de 7, et bien on va rester sur une note de 7. Ça m'a vraiment convaincu. C'est quand même, on va dire, expert, mais ça reste quand même assez simple à jouer. C'est vraiment... Tu vas jouer à ton tour que des cartes, en fait. Tu vas piocher des cartes. Soit ces cartes, tu vas les défausser pour faire des actions, ou tu vas changer tes actions, ou tu vas améliorer tes actions. Voilà, tout simplement pour des breaks. Le prochain jeu, c'est Divinus. Celui-ci, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, puisque nous avons tout simplement continué notre campagne. C'est un jeu donc à campagne, Legacy, dans lequel on incarne un demi-dieu, et nous allons tenter de s'attirer les faveurs des dieux, soit des dieux nordiques, soit des dieux grecs, tout simplement. On peut également s'attirer les faveurs des deux. Mais tout simplement pour avoir le plus de faveurs, et donc le plus de points. C'est un jeu Legacy à campagne qui, au fur et à mesure de la partie, en fait, c'est le principe d'un jeu Legacy, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer tout simplement, on va améliorer nos dés, on va améliorer les tuiles terrain, et on va avoir à chaque scénario des nouveaux objectifs. Tout simplement, la mécanique principale, on va dire, c'est de la gestion de dés, puisqu'on va lancer notre pool de dés, et avec ces dés, on va les dépenser en fait pour aller récupérer des tuiles terrain sur le plateau principal qui sont ici, et les agencer sur notre espace pour justement donc réaliser ces objectifs. Pour l'instant, au niveau où est-ce qu'on en est de notre campagne, les objectifs sont assez simples, c'est-à-dire avoir tel nombre de vikings, parce qu'il y a 3 peuples, il y a les vikings, les grecs et les peuples barbares. Par exemple, on pourrait avoir un objectif qui nous dit d'avoir 3 vikings sur une zone de mer, par exemple, ou alors des grecs sur une temple, sur des plaines. Enfin, plein de petits objectifs comme ça, donc c'est relativement assez simple. Il y a donc une application. L'application, elle n'est pas trop présente en fait pendant le jeu. En fait, elle va nous guider en début de partie pour la mise en place. À chaque début de mise en place, en début de partie, vous allez avoir des nouvelles règles qui vont s'ajouter, des autocollants que vous allez pouvoir aussi bien coller sur les règles du jeu, sur le plateau, mais également sur vos dés, puisque vos dés, vous allez les améliorer. Et donc l'application sert à faire un petit peu la mise en place. Elle vous introduit également l'histoire du scénario, elle vous raconte un petit peu l'histoire, et elle va vous permettre également de résoudre tout simplement les objectifs. Si par exemple un objectif a été réalisé, eh bien on le rentre dans l'application, et l'application va raconter encore la suite de l'histoire et va également compter les points. Donc c'est pas une application en fait qui est réellement trop présente pendant la partie. Elle nous sert avant pour la mise en place, après justement pour faire les modifications, et au long de la partie, c'est vraiment pour permettre de raconter l'histoire, puisqu'il y a également des lieux qu'on va pouvoir scanner avec le téléphone qui vont donc permettre de raconter en fait la suite de l'histoire. Donc nous avons continué notre campagne de Divinus, et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Le seul petit reproche que je pourrais avoir à faire, c'est que
Je ne sais pas si c'est tout au long de la campagne, en fait, mais sur la campagne numéro 3, le scénario numéro 3, il y a eu vachement d'autocollants à coller, un petit peu partout. Il y en a sur le plateau, sur les dés, sur les règles du jeu. Donc, les autocollants, il n'y en a pas 10 000, mais en fait, il y a une grosse enveloppe avec pas mal de planches d'autocollants. Et t'en colles un petit peu partout. Donc, au final, tu sais plus trop. Mais bon, les règles sont quand même relativement assez simples. Je pense que c'est un jeu qu'il ne faut pas non plus trop laisser de côté pendant un certain temps. Sinon, tu as peut-être vite tendance à oublier certains petits détails de règles. Mais bon, c'est une campagne. Une fois que tu as commencé, tu as envie de continuer et d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est édité chez les Lucky Duck Games. Divinus, un jeu Legacy à campagne. Alors, hop, on va sortir de là. Donc chez les Lucky Duck, c'est sorti 15 novembre. C'est un jeu de Philippe Milunski et illustré. Alors là, il n'y a que 3 illustrateurs qui sont donc ici. Je ne vais pas m'amuser à prononcer leur nom, prénom. Mais il y en a beaucoup plus en fait, qui sont aussi bien sur les illustrations de la boîte, du plateau, de certaines cartes, mais également qui ont participé donc à l'application. Voilà pour Divinus. Et bienvenue, alors je ne sais pas comment on dit ton pseudo, Gadevin, mais on s'est croisés, on a joué ensemble samedi à Love Letter sur BGA. Voilà, la partie la plus longue du monde de Love Letter. Mais c'était plutôt cool. Voilà, ouais, c'est quand même, Divinus, c'est joli, c'est vrai que c'est des belles illustrations, et le thème, l'univers en tout cas, ça nous parle assez dans les dieux grecs et les dieux nordiques, hein, voilà, ça ouvre en fait pas mal de possibilités, voilà, sur la mythologie. Ok, c'est très bien prononcé, bon, bah c'est parfait. Bienvenue à toi, et merci de parler pour la première fois, et d'avoir follow la chaîne. On va passer au jeu suivant. Le jeu suivant, mais je vais... Hop. C'est encore un jeu Legacy. C'est les Aventuriers des Rails, Légende de l'Ouest. Nous avons enfin commencé la campagne des Aventuriers du Rail grâce à Nancy Ninzy Dice et sur Instagram, et Julien Phoenix sur Instagram aussi, que je salue. Donc ils ont la boîte des Aventuriers du Rail, et pour le réveillon du Nouvel An, eh bien, nous avons commencé la campagne des Aventuriers du Rail. Alors, c'est des Aventuriers du Rail, on part sur exactement les mêmes mécaniques. Pour l'instant, on a fait 4 scénarios. Je pense que ça va au fur et à mesure s'améliorer. Et salut Captain Trafalgar TV, bonjour. Et toi aussi, on a fait la partie de la plus longue du monde de Love Letter. C'était cool. Donc, les Aventuriers du Rail, Legacy, campagne, on a commencé la semaine dernière. On a fait combien ? 3, 4 parties. Donc, comme tous les Legacy, en fait, on commence avec des explications, des règles du jeu de base. Si vous connaissez les Aventuriers du Rail, vous n'allez pas du tout être dépaysé. C'est exactement la même chose. À ton tour, tu pioches des cartes. À ton autre tour, tu peux défausser de ces cartes pour poser tes wagons à ta couleur, suivant les cartes que tu as défaussées sur le trajet de la même couleur. Voilà. Ça, par exemple, c'est la première partie avec la carte telle qu'elle est dès les premières parties. Et au fur et à mesure, tout simplement, que vous allez ouvrir des boîtes, c'est-à-dire que vous allez faire des parties, vous allez faire des scénarios, et bien vous allez avoir des règles du jeu qui vont... des règles du jeu additionnelles qui vont s'ajouter donc aussi bien au livret de règles, mais également dans les boîtes de joueurs. Il va y avoir des petits trucs en plus, alors je ne vais pas trop en parler, même si les Aventures du Rail, maintenant, le Legacy, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti, donc je ne vais pas trop spoiler non plus, mais il y a des cartes qui vont nous permettre d'emprunter un chemin qui est déjà occupé par d'autres joueurs, et il y a également un cirque qui va arriver, qui va nous permettre de collecter des tickets de cirque. Voilà, ça c'est les 2, 3 premiers ou 4 premiers scénarios. Après je peux pas vous en dire plus parce qu'on n'est pas allé au-delà, mais donc pour l'instant voilà, ça reste les Aventuriers du Rail
tout ce qu'il y a de plus simple, classique. J'ai pas trop grand chose à en dire. Moi j'aime bien les aventuriers du rail, sans plus, j'en fais pas des folies. On a les boîtes. J'ai tendance à préférer les petites boîtes des aventuriers du rail, les petites boîtes de ville. Par exemple, le dernier en date auquel j'ai joué, c'était Paris. Je crois que c'est un des derniers sortis également. J'aime bien parce que c'est des parties qui sont assez courtes et assez nerveuses. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc là, on est sur le même style, mais où on va prendre le temps de jouer et de découvrir les règles du jeu au fur et à mesure de toutes les parties. Donc pour l'instant, il n'y a pas grande nouveauté, mais évidemment, on va continuer la campagne et j'ai hâte de voir tout ce qui va suivre sur le reste de la campagne, des scénarios. Alors, il y a des petits événements qui, quand on va piocher des cartes wagons, des fois, il y a des cartes événements qui vont modifier juste le temps de l'événement, quelques règles du jeu. Mais voilà pour les aventuriers du rail, les légendes de l'Ouest. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà les aventuriers du rail, si vous avez déjà joué, si vous connaissez le jeu de base ou les aventuriers du rail Europe, ou même les boîtes villes qui sont plus petites. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais alors que vous connaissez, vous avez aimé, ouais, c'est très cool. Alors il y a des cartes postales, effectivement, oui, si on réalise des objectifs, on a le droit d'aller prendre une carte postale qui va être donc en fait un objectif, non pas de trajet à faire avec ces wagons, mais des objectifs un petit peu différents en fonction de comment va se dérouler en fait la partie. Et salut, coucou Candidice, bienvenue, j'avais pas vu que tu étais arrivé. Je suis pas fan, j'ai pas le sens de l'orientation. Ouais, alors c'est vrai que, comme dans tous les aventuriers du rail, au début, quand tu connais pas exactement vraiment la carte, t'es là avec tes objectifs, alors attends, ça c'est où? Tu cherches sur la carte. Mais ouais, bon après, là la carte elle est quand même assez petite, ça pourrait ressembler à une carte de aventuriers du rail d'une ville en fait. Mais au fur et à mesure, je pense que ça va, donc oui c'est sûr, ça va même s'agrandir, donc tu as le temps de l'apprentissage de cette petite carte au fur et à mesure que les autres vont s'ajouter. Tu as le temps quand même d'apprendre où sont les villes petit à petit. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir la suite des aventuriers du rail, voir quelles sont les nouvelles règles, les ajouts que ça va apporter au jeu. Bon alors là, sur les photos, il n'y a aucun spoil parce que c'est vraiment les tout débuts. Donc il y a des autocollants aussi qu'on va mettre sur le plateau perso. Pour l'instant, on n'a pas d'autocollants à mettre sur des cartes. On a la poinçonneuse, effectivement, qui va valider des objectifs. Et on a ces petits stickers qu'on va coller également sur nos carnets pour le cirque. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, en tout cas, sans vraiment trop de spoil pour les aventuriers du rail, légendes de l'Ouest. Et je vous propose de rester sur, justement, en parlant de stickers qu'on colle avec, eh bien, également, stickers. Et on reste sur un jeu à campagne, c'est pas vraiment du Legacy, mais Stickers, c'est ce jeu de collection où on va collectionner ces petits personnages pour avoir la majorité, pour marquer le plus de points, et ces cartes-là, on va les améliorer en collant tout simplement des stickers qui vont donc améliorer ces cartes pour avoir plus de points, ou alors pouvoir avoir des stickers combo. C'est comme ça que ça s'appelle, pour avoir des actions supplémentaires à son tour de jeu. Bon, un tour de jeu c'est très simple, je pioche une carte dans la rivière et je joue autant de cartes de ma main. À partir du moment où elles sont identiques, ces cartes ce sont ces petits personnages, pour pouvoir faire un effet et essayer d'avoir la majorité dans ces familles de personnages pour essayer d'avoir le plus de points. Voilà, ils sont face cachée, mais normalement ils sont face retournée. Si par exemple le Cosmos, c'est celui qui est tout à fait en haut, celui qui sera majoritaire, c'est lui qui aura le plus de points. Les trois familles qui sont en bas, c'est celles qui ont le moins de points. Donc on essaie d'avoir ces familles qui sont en haut, mais au fur et à mesure de la partie, les familles vont plus ou moins
monter, descendre, ça va varier. Les points, c'est pareil, ce sont les points qui sont sur les étoiles. On peut collecter des points sur les étoiles de chaque carte. Et évidemment, eh bien, toutes les actions qu'on va avoir sur le bas des cartes. Donc là, c'est une première partie, puisqu'on voit que le booster numéro 1. Donc les cartes ne sont pas vraiment améliorées. Il y a juste une action qui est disponible. Mais au fur et à mesure de la partie, à chaque fois qu'on va terminer une partie, eh bien, on va ouvrir un booster. Alors, soit un booster décoratif, c'est-à-dire qu'on va décorer un petit peu nos cartes, mais on va pouvoir également ouvrir des boosters numérotés. Il y en a dans la boîte exactement 6. Et ces boosters, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien ce sont des boosters qui vont avoir des stickers qui vont permettre d'ajouter des actions sur les cartes, mais également de modifier les règles du jeu tout au long de la partie. Au début de la partie, si je joue une carte, j'ai le droit de repiocher une carte. Je crois que c'est, je sais plus exactement. Et au fur et à mesure de la partie, suivant le nombre de cartes que je vais jouer, eh bien, je vais avoir une action supplémentaire à réaliser pendant mon tour. Voilà. Donc c'est ce petit jeu tout simple, tout mignon. C'est vrai que les illustrations de Olivier De Reto sont vraiment très très sympas. C'est un jeu assez accessible, mignon, ça marche ultra bien, et le plaisir d'ouvrir en fait ces boosters et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, aussi bien les boosters comment on dit, pas décoratifs, mais les pour améliorer, pour décorer nos cartes, que les boosters de règles du jeu. C'est toujours très très drôle, et on est un peu comme des gamins genre quand on ouvre un booster Pokémon. Donc c'est édité par Toumanta, c'est un jeu de B.A. Renard, que je salue, et illustré par Olivier De Reto, et c'est distribué en France par Néoludis, avec une petite note de 8. C'est plutôt pas mal, de 4 joueurs, accessible, hein, c'est à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20-30 minutes. Donc Stickers, voilà, ça fait partie moi de mes jeux favoris de l'année, parce que je le trouve simple, je le trouve beau, c'est plaisant à jouer, voilà. 8, c'est très bien quand même. De quoi? L'âge? Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en général, quand c'est du 8+, c'est un jeu accessible, familial, et tu peux le jouer... Ah oui, la note 8, oui, mais parce que vraiment, il fait partie de mes tops de l'année 2024, hein, moi, Stickers. Hein. Je crois qu'il est numéro... je crois que je l'avais mis numéro 4. Et voilà pour Stickers, donc encore un jeu en campagne Legacy. Pour changer de registre et un petit peu de mécanique de jeu, je vous propose de parler de Cachamot, de reparler de Cachamot, parce que je vous en ai déjà parlé. Pour moi, Cachamot, c'est vraiment le jeu de mots du début d'année 2025. Alors il arrive, donc on le voit là, il arrive le 17 janvier. Je lui ai mis une note de 7,5. Franchement, c'est vraiment très très bien. Il se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Ils disent 3 joueurs, je pense que même à 2 on pourrait jouer. Franchement, il n'y a pas trop de restrictions par rapport à ça. C'est un jeu, on va dire, de mots, donc un peu un jeu, on va dire, d'ambiance. C'est-à-dire que les règles, tu peux plus ou moins te les adapter. Le principe est simple. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas de photo, mais je peux vous le montrer peut-être vite fait. Si jamais, parce que j'ai la boîte qui est là, si jamais vous ne connaissez pas, ou si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo des jeux, eh bien nous avons dans Cachamot une petite ardoise. Alors je me remets, hop là, comme ça, pour que je vous montre. Voilà. Donc on a une petite ardoise comme ça, qui s'ouvre, hop là, hop, sur lequel on va écrire un mot ici. Donc le premier mot qu'on va piocher parmi toutes les cartes qui sont disponibles dans la boîte du jeu. Et bien par exemple, je vais prendre la première carte et je vais prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5. En fait c'est tout simplement la valeur du paquet de cartes. Du dos du paquet de cartes. Donc là, ça serait le 3. Eh bien, je prends le mot 3. Bon, alors, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais c'est le mot mort. Donc, j'écris tout simplement, je vous fais la démo en direct comme la dernière fois. Hop, j'écris le mot mort sur ma tablette. Et là, eh bien, je vais ouvrir ma petite ardoise. Et secrètement, évidemment, je vais écrire... Sur la deuxième ligne, je vais écrire un mot en rapport avec mort. Et sur la troisième ligne, je vais écrire un mot en rapport avec le deuxième mot que j'ai écrit.
mais pas en rapport avec le premier mot. Donc, par exemple, je pourrais marquer... voilà, ça serait peut-être un petit peu évident si je mets ça, mais c'est pas grave. Pour l'exemple... Et un troisième mot, on le fait en direct, hein, comme ça. Alors, hop. Donc là, j'ai écrit mes 3 mots. Le premier que vous connaissez. Sur le deuxième mot, je vais écrire la première. Je vais laisser du coup apparaître la première lettre et je vais écrire sur l'ardoise la deuxième lettre. Et sur la troisième ligne, vous ne voyez que la première lettre. Donc là, vous avez 1 minute, tout simplement le temps d'un sablier, pour faire une seule proposition par joueur, pour trouver uniquement le troisième mot. Vous n'avez pas à dire le deuxième. Si vous dites le deuxième, vous donnez un indice potentiellement à vos adversaires. C'est pas le but. Vous devez donc trouver le troisième mot. Si vous trouvez le troisième mot avant la fin du premier sablier, vous avez 1 point. Si jamais le sablier est fini, que vous n'avez pas trouvé le troisième mot, eh bien je vais rajouter tout simplement une lettre à mon troisième mot. Donc là, c'est quand même, j'ai fait ça vite fait, j'ai pas trop réfléchi, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai rajouté une lettre à mon troisième mot. Et là, si quelqu'un trouve ma proposition, eh bien, il remporte 1 point, mais je remporte également, moi aussi, 1 point. C'est-à-dire que si le joueur trouve le mot au premier sablier, il n'y a que lui qui remporte 1 point, pas moi. Si c'est au deuxième sablier, les 2 personnes remportent 1 point. Donc, il faut que ce soit évident, mais pas trop non plus, que les gens ne trouvent pas trop de suite. Donc là, je suis peut-être allé un petit peu vite. Bon, c'est la fin du sablier, personne n'a trouvé. Mon premier mot, donc tout le monde le sait, parce que c'est celui qui avait sur la carte, c'est mort. Le deuxième mot, eh bien tout simplement, j'ai mis vie. Et le troisième mot, je suis allé un peu loin, j'ai mis arbre, puisque l'arbre de vie, voilà, j'ai pensé à ça rapidement. Peut-être que ça vous parle ou pas. Arbre de vie, si. Voilà. C'était peut-être pas forcément évident. En tout cas, vous avez compris le principe de cache-à-mots. Et comme je disais, voilà, cache-à-mots, je pense que vraiment c'est un jeu qu'il faut absolument jouer, il faut absolument le tester. Et il arrive le 17 janvier, donc bientôt. Franchement, c'est une grosse recommandation parce qu'il fonctionne très très bien. Le niveau de difficulté, sur mon premier live, j'avais dit que c'était quand même assez facile. Eh bien, je me suis aperçu que c'était pas forcément si facile que ça. En fait, ça va vraiment être... ça va dépendre en fait des joueurs avec qui vous jouez. À bientôt, Gatevin. Merci d'être passé. Ciao, ciao. Donc, cache-à-mots, voilà, la difficulté en fait va dépendre en fait des joueurs. Si vous allez chercher très loin, si vous êtes... ou plutôt, si vous faites des mots très simples, basiques, la difficulté s'adapte en fait aux joueurs. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir aussi bien jouer avec des plus jeunes. Bon, alors, ils disent à partir de 10 ans. Ouais, sur la boîte, c'est marqué 10 ans également. 3-8 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. Je l'ai mis une note de 7,5. Je vais rester sur cette note-là. Donc c'est chez Banquise Édition. C'est un jeu de Akiyama Koryo et Kozu Yusei, illustré par Jérôme Soleil. Ce jeu-là, ne le loupez pas, à partir du 17 janvier. Et ça, c'était Cache-à-mots. Aztec Prophecy, je vous en ai déjà parlé. C'est ma grosse recommandation. C'est mon petit coup de cœur du moment. C'est un jeu que j'adore énormément. D'ailleurs, sur Instagram, en ce moment, j'ai un concours. Si vous voulez tenter de remporter votre boîte de jeu Aztec Prophecy, allez sur Instagram pour participer. C'est vraiment un jeu que j'adore, qui mélange un peu comme beaucoup de jeux de pli en ce moment, donc du jeu de pli mais également du jeu de pari. On va tout simplement recevoir une main de cartes, on va devoir parier le nombre de plis qu'on pense remporter. Seulement, c'est pas des cartes de couleur, il n'y a qu'une seule couleur. Donc c'est un petit peu comme une bataille en fait. C'est le joueur qui joue la carte la plus forte qui remporte le pli. Mais seulement, comme on a misé, eh bien des fois, on va vouloir remporter le pli, mais des fois, on va vouloir
le perdre. Et on va gagner des points en fonction de la différence qu'on va avoir fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir remporté le nombre de plis qu'on a parié, sinon on gagne des points. Et on ne veut pas gagner des points parce que plus on a de points, moins on a de chances de gagner. Donc, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'illustrateur, mais en tout cas, Gamivera, c'est l'éditeur, c'est leur premier jeu, c'est une bande de potes qui, après leur voyage au Mexique, ont décidé de faire ce jeu de société qui, en fait, ce jeu de cartes, qui est un jeu, alors je ne sais pas si c'est vraiment mexicain, en tout cas, voilà, c'est un jeu qu'ils ont découvert pendant leur voyage en Amérique du Sud et au Mexique. Et quand ils sont revenus en France, ils se sont dit, ben, c'est dommage, ce jeu-là n'existe pas, on va le faire. Ils l'ont fait et c'est superbe, c'est vraiment très très bien réussi. Il faut que je vous montre quand même vite fait 2-3 cartes quand même parce que elles sont vraiment, je trouve ça très très beau. Par exemple, hein, je sais pas, alors je me remets sur la caméra comme ça, enfin sur la vision parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Ouais, il est vraiment très très beau, les illustrations sont vraiment top. Je sais pas si ça fait, voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de couleur en fait, hein, c'est vraiment que des cartes qui sont numérotées de 1 à 23. Et il y a une carte, on va dire Joker, c'est le dieu Talos, qui lui n'a pas de valeur, c'est celui-ci. Et quand on le joue, eh bien, tout simplement, on va pouvoir décider de sa valeur, soit 1-0, soit 1-24. Voilà. Ça dépend si on veut remporter le pli ou pas. Puisque, suivant ce qu'on a misé, on va vouloir remporter tant de plis ou pas. Mais c'est vrai qu'il est très très beau. Alors c'est vrai, ouais, effectivement, sur toutes les cartes, c'est une petite remarque que j'ai faite à l'éditeur avec qui je suis en contact sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les représentations des divinités, ou en tout cas les figures aztèques du jeu, eh bien, ce sont toutes des représentations masculines. Toutes. Il n'y a aucune représentation féminine sur les cartes. Et c'est ce que j'ai fait comme remarque à l'éditeur. Et il m'a dit, mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Ils sont en train de travailler justement sur une espèce de V2. Et la personne m'a dit qu'elle prenait en compte ma remarque, qu'ils allaient peut-être, hein, en tout cas j'espère qu'ils vont le faire, et bien qu'ils vont intégrer des figures féminines en tout cas dans leur jeu. Et je leur ai dit, tant qu'à faire d'autres figures, en tout cas d'autres représentations du monde aztèque, ça serait plutôt intéressant également, donc de mettre des figures masculines, de mettre des figures féminines, mais également des figures animales, puisque moi je pense à la mythologie aztèque, la mythologie, le serpent à plumes par exemple, eh bien c'est une divinité aztèque quand même assez connue. Donc j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia et il y a beaucoup en fait des divinités féminines et animales. Alors divinité ou en tout cas on va dire dans la mythologie aztèque. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose qui vont, dans une prochaine version, dans une V2, qui vont peut-être prendre en compte, et j'espère en tout cas. En tout cas, voilà, ça n'enlève rien du tout à la mécanique de jeu, qui est vraiment très très bien, que je trouve ce jeu vraiment très très bon. Il se joue assez rapidement, alors ils disent de 30 à 60 minutes. 60 minutes c'est quand même un peu long, hein. Allez, on va trancher, on va dire 3 quarts d'heure maximum. De 3 à 8 joueurs, alors il n'y a pas de variante à 2, il se joue qu'à partir de 3, pardon. À voir, on essaiera de se faire une variante à 2, si on y arrive. À partir de 8 ans, ultra simple, hein, c'est du jeu de pli, hein, celui qui joue la carte la plus forte remporte le pli. Tu veux remporter le pli ou pas, suivant ton pari, tout simplement. Voilà pour Aztec Prophecy. Vous pouvez aller voir leur page Instagram et aller tout simplement sur le site internet. Vous tapez sur une barre de recherche Gamivera ou Aztec Prophecy. Vous avez le lien pour aller acheter leur jeu à 14,99 €. Franchement, c'est une grosse recommandation pour Aztec Prophecy.
Dites-moi si dans les commentaires si vous aimez les jeux de pli avec toutes les références de jeux de pli qu'il y a en ce moment. Hein, moi, de mon côté, ça a commencé avec Cat in the Box, par exemple, que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant et que j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Et donc les jeux de pli, eh bien, il y en a de plus en plus qui ont un petit peu la même mécanique de jeux de pli basiques, on va dire, sur lesquels peut-être on va devoir miser ou alors on va... Eh bien, c'est exactement là où je voulais en venir, Candy Dice. Lose, par exemple, qui est un de mes jeux favoris que j'ai mis dans mon top 9 pour 2024. Je le trouve excellent, Lose. Voilà. Donc chaque jeu de pli va avoir un petit twist supplémentaire, différent, quelque chose qui va permettre en fait de renouveler le jeu de pli à chaque fois. Et Lose fait partie des très très bons jeux de pli. Franchement, je les trouve très très bons. Eh bien, je vous propose de rester avec un jeu de pli, puisque le prochain jeu, c'est Rainbow. Alors, Rainbow, c'est pas dispo en français, mais vous pouvez aller sur le site de l'éditeur Allplay. C'est un éditeur très connu. C'est un jeu de Mito Suzuki et illustré par... Voilà, je lis pas le japonais. Rainbow, c'est un petit jeu de pli également, où tout simplement on va récupérer, on va avoir une main de carte, on va jouer une carte, tout simplement à la couleur, il va falloir suivre la couleur, comme dans tous les jeux de pli, on va dire, standard, classique. La petite particularité, c'est-à-dire que une fois qu'on va jouer nos cartes, eh bien, ça va être celui qui a remporté le pli, et va pouvoir aller chercher des cartes qui sont dans une espèce de rivière au centre de la table, et va chercher tout simplement la carte qui l'intéresse. C'est des cartes, c'est avec des valeurs. Plus la valeur est forte, plus ça va rapporter 2 points. Eh bien, les cartes qui ont été jouées, donc suivant l'ordre dans lequel les joueurs remportent le pli, hein, du premier, celui qui remporte le pli, à celui qui a la valeur la plus petite, vont se servir au centre de la table. Donc, premier arrivé, premier servi. Eh bien, les cartes qui ont été jouées pour le pli, eh bien, ce sont les cartes qui vont être mises en jeu pour les points de la prochaine manche. Donc on va redistribuer on va pas redistribuer les cartes, mais on va rejouer avec les cartes qu'on a en main, puisqu'on a une main de 9 cartes, je crois, au début. Et donc les cartes qu'on a jouées, eh bien ce sont les points qu'on va tenter de gagner pour le prochain pli. Donc pareil, on va jouer avec les cartes qu'on a en main. Les cartes, je vais vous le montrer parce qu'elles sont plutôt quand même mignonnes, et là on les voit pas sur... Donc c'est des illustrations très enfantines, mais c'est très très mignon. Donc les cartes qu'on a jouées au tour précédent vont devenir les points du prochain tour. Voilà pour, par exemple, les petites illustrations avec les licornes. Donc les cartes, c'est des valeurs de 2 ou de 1 à jusqu'à 6. Et donc après, voilà, toutes les cartes qu'on aura jouées. Oui, donc il y a un petit truc aussi que je ne vous ai pas dit sur Rainbow, c'est-à-dire que on va jouer un jeu de pli, il va falloir suivre. C'est pas vraiment suivre à la couleur qu'il faut. En fait, ça dépend. Si un joueur joue, par exemple, 1-2, les autres joueurs vont pouvoir jouer plus ou moins ce qu'ils veulent. Mais si, par exemple, je joue... Ah ben là, j'ai un exemple. J'ai le droit d'ouvrir un pli avec 3 cartes. Je joue 3 cartes 1. Eh bien, le joueur qui va remporter le pli, ce sera celui qui aura joué 3 cartes de valeur supérieure. Il va falloir rester sur soit un set de cartes identiques, mais également, j'ai le droit de jouer, si j'arrive à trouver, hop là, voilà, un petit exemple. Donc, soit j'ouvre un pli avec un set de cartes identiques, soit j'ouvre un pli avec une suite. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Eh bien, le joueur qui remporte le pli, ce sera celui qui aura joué les cartes de plus forte valeur. Si par exemple, un joueur joue par la suite une suite de 4, 5, 6, c'est lui qui remportera le pli. Donc il va pouvoir aller se servir des cartes qui sont au centre de la table, qui lui donneront le plus de points, etc. etc. Voilà pour Rainbow. Si jamais un joueur ne peut pas jouer soit un set de cartes, soit une suite de cartes, eh bien il joue tout simplement une carte. On va dire qu'il va se défausser. Et effectivement, oui, des jeux de livres, tu imposes en fait la combinaison. C'est-à-dire que si j'ouvre le pli avec 3 cartes identiques, eh bien les autres joueurs vont devoir jouer soit une carte parce qu'ils n'ont pas le choix, soit faire un set de mêmes cartes. Voilà pour le petit Rainbow. Alors les règles du jeu, elles sont pas en français, elles sont en anglais. Les règles du jeu, c'est ça. Hein. Franchement,
C'est très très simple. Là, je vous ai expliqué les règles du jeu. Il y a quelques petites nuances au niveau du nombre de cartes qu'on va distribuer, mais c'est vraiment pas compliqué. Alors c'est pas vraiment du pledge, hein, c'est de la commande, on va dire, puisque le pledge, c'était un financement participatif. Il a été financé évidemment comme tous les jeux de Allplay, et il est toujours disponible en commande. Et toujours disponible en commande également chez le même éditeur, dans le même format, avec un jeu de pli. C'est Prey. C'est cette toute petite boîte également, qui est en fait, eh bien, tout simplement dans la même gamme que Rainbow. C'est également un jeu de pli. Là, il va y avoir une autre différence. Alors, c'est édité par Allplay. C'est un jeu illustré par CBPU. Et c'est un jeu par Toru 2. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Il se joue de 3 à 4 joueurs. Là, la différence, c'est que chaque joueur va avoir une petite carte comme ça, on va dire, de points. Ça, ce sont les cartes points. Et les joueurs vont avoir un dé, 2 dés exactement, à leur couleur. Tout simplement, ils vont devoir lancer les 2 dés. Et ça va être 2 objectifs à réaliser. Un petit peu comme on va dire dans Prey, dans Lose que je vous ai parlé, ou dans Aztec Prophecy, on va parier sur le nombre de plis qu'on va remporter en fonction tout simplement de la main de cartes qu'on a. Mais là, tout simplement, on va pas décider. En fait, on va lancer les dés et ça va être nos objectifs. Donc on va avoir 2 objectifs. On va en choisir un. Soit si je fais un 2 et un 4, et il faut que je remporte 2 plis ou 4 plis. Si j'ai pas fait le 2 ou 4 plis, eh bien je ne gagne pas de points. Celui qui réalise cet objectif, il marque un point tout simplement. Et le petit twist supplémentaire dans Prey, c'est que, hop, je me mets comme ça, c'est que vous avez deux côtés de cartes. Vous avez une carte avec les prédateurs, puisque le jeu s'appelle Prey, et vous avez une carte également, si vous la retournez, avec les proies. Donc on va faire 12 tours, donc on va avoir 12 cartes. Sur ces 12 cartes, les 6 premiers tours, on va jouer avec les prédateurs, qui sont les côtés, on va dire, foncés des cartes. Hein. Par exemple, si je vous montre le vert il est foncé, le bleu il est foncé. Au bout de du 6e tour, salut Max, bienvenue. Au bout du 6e tour, eh bien, tous les joueurs vont retourner leurs cartes et on va jouer avec les proies. Et là, vous voyez que c'est plus du tout les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si jamais, en fonction du lancer de dés, si jamais tu veux réussir ou remporter le pli ou ne pas le remporter, eh bien il va falloir faire attention en fait aux cartes que tu joues et aux cartes que tu gardes. Puisque si je garde mon 5 et je peux me dire, bon mais je garde mon 5 parce que tout à l'heure le 5, eh bien on le voit, c'est au prochain tour, au bout de la 6e manche, eh bien ce sera plus un 5, mais ça sera un 11. Donc la carte va être beaucoup plus forte si on veut espérer tenter de remporter le pli. Tout simplement, une fois qu'on a joué nous 12 cartes, on regarde le nombre de plis qu'on a remporté. Si c'était égal à au moins un des deux, non, c'est d'abord les prédateurs. C'est d'abord les cartes foncées. Et après les proies, les cartes plus claires. Et donc si un joueur a autant de plis remportés qu'une des valeurs de sa phase de dés, eh bien il remporte un point. Alors tout simplement, sa carte, là c'est un 0. Il retourne, hop là, ça c'est un 0. Il retourne la carte pour dire qu'il a un point. Dès qu'un joueur doit retourner sa carte avec un point, c'est-à-dire qu'il gagne 2 points, il remporte la partie. Donc c'est quand même un jeu de pli avec du pari, mais dans lequel on ne va pas décider, puisque c'est le lancer de dés qui va décider à notre place. Donc ça permet de renouveler, encore une fois, le jeu de pli. Moi je suis fan, j'adore. Je trouve ça vraiment... j'adore les jeux de pli et tous ces petits renouvellements en fait, qu'on peut avoir dans chaque petit jeu. Eh bien je trouve ça super intéressant. Voilà pour donc Prey et également
Rainbow. Si jamais ça vous intéresse, sur le site de Allplay, je sais pas exactement où c'est que ça se trouve, hein, mais vous pouvez aller sur leur site. Ils ont fait, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ils ont fait une petite promo. Si on achète les deux, on a quelques euros de réduction, voilà. Et c'est arrivé assez rapidement en fait, hein. C'est le financement, il est fait, donc les jeux sont disponibles. Si vous le commandez, vous l'avez. Alors peut-être pas dans les 15 jours parce que c'est pas en Europe, je crois que c'est aux États-Unis, mais ça arrive quand même relativement assez rapidement. Et c'est vraiment très cool. Ouais, franchement, c'est ces petits jeux de cartes où les règles sont simples, mais il y a toujours une petite mécanique originale, sympa, comme beaucoup de jeux de pli en ce moment. Donc c'est vraiment très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Surtout les illustrations, en plus vous voyez, c'est autant dans Rainbow que dans Prey, les illustrations sont relativement assez sont mignonnes. Mais oui, c'est vrai que il y a beaucoup de jeux de pli avec des twists différents. Alors, Max, tu me dis, connais pas du tout une nouvelle mécanique pour un jeu de pli, ça faisait longtemps. Ouais. Non, après voilà, il y a beaucoup de jeux de pli en fait qui sortent depuis quelques temps. Il y a toujours la mécanique en elle-même reste plus ou moins la même, mais il y a toujours un petit twist qui va changer, soit sur les paris, soit sur les cartes qu'on va pivoter, soit comme dans Lose où on ne connaît pas la valeur de ces cartes, on ne connaît que la couleur, soit comme dans par exemple Cat in the Box où on va faire également un pari, mais on va également mettre des couleurs, des jetons à la couleur sur un plateau principal et nos cartes n'ont pas de couleur, etc. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre jeu de pli ces derniers temps là que j'avais bien aimé? On peut regarder vite fait sur Malido, par exemple, si je fais ça. Alors, il y a celui-là, la communauté de l'anneau, que j'attends. Je l'attends énormément, celui-ci. Il arrive bientôt, hein, de toute façon, le 17 janvier. Un jeu de pli dans le thème du Seigneur des Anneaux. Et c'est un jeu de pli coopératif. Voilà, avec vraiment de superbes illustrations. Je trouve ça génial. J'ai hâte celui-là. Voilà, mais il y a vraiment pas mal de jeux de pli qui me... Ah oui, Candy, Spider et Leopard qui arrive chez Musoka. Celui-là, je l'attends beaucoup. Xylo, c'est la même chose que Lose. Pesca Cartas, qui est excellent, qui est un jeu de pli et un mélange de deck building, vraiment très très bon. J'ai joué à Mad aussi. Celui-là, j'ai pas trop aimé, ça m'a pas trop plu. Lose, qui est excellent. Once Upon a Draft, alors oui, il y a un petit peu de jeu de pli. La Macadabra, je vois pas en quoi il y a du jeu de pli. Hein. Je sais pas vraiment. Aorum, qui est très très... J'adore aussi le Diable en bouteille, je trouve ça génial. Kitsu, c'est superbe. Ça, je ne le connais pas, mais c'est un jeu de Friedman Friseux. J'ai vraiment envie de l'essayer. Jekyll and Hyde versus Colton Dart. Blot, que j'adore. Robotrick, que j'aimerais bien essayer, je ne le connais pas. 12 Cheat Trick, ouais, c'est un jeu de pli, mais bon, avec des jetons, mais il y a un peu de ça, effectivement, dans la mécanique. Vivo, on me l'a conseillé, j'ai vraiment envie de l'essayer, je l'ai mis dans la wishlist. Tout ça, je connais pas, tous ces jeux-là, voilà, mais il y en a plein, et je trouve ça, voilà. C'est vraiment, tiens, Rebelle Princesse, il est excellent, ce jeu-là. Prey, que je viens de vous parler. Tous ces petits jeux-là, ce sont des jeux japonais, j'ai vraiment envie de... J'aimerais bien pouvoir les essayer. Lone Wolf, qui est un jeu de pli spécialement pour 2 joueurs. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait ma review sur Instagram. Très très bon ça aussi, hein, à 2 joueurs. Enfin voilà, plein de jeux de pli que je trouve vraiment... Ça, c'est un jeu qui me plaît aussi, il est très beau. Enfin, il y en a plein. The Crew Family, tiens, je connais ça. J'ai jamais joué à The Crew. Donc, Cat in the Box, qui est très très bon. C'est celui avec lequel j'ai commencé. Potage sauvage, ouais, qui est pas vraiment un jeu de pli, mais qui pourrait s'apparenter, ouais, bon. Voilà, on va pas les faire tous parce qu'il y en a un bon paquet, mais c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et pour terminer ce débrief ludique, je vais vous parler de Survive the Island. Survive the Island qui est une réédition du jeu qui a le même nom, je pense. Il me semble que c'est Survive the Island ou Escape the Island, je ne me souviens plus. Donc ça, c'est la réédition qui est sortie fin septembre de l'année dernière, aux alentours donc, de 30€. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, ultra familial, pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est un jeu donc édité chez les Zygomatics, c'est un jeu de Julian Courtland Smith
et illustré par Mr. Cullington. C'est distribué en France par Asmodée. C'est ce jeu-là où on va faire une petite mise en place. Par exemple, ça c'est la mise en place de départ. Les popcorn ne sont pas inclus dans la boîte. Chaque joueur donc a sa couleur. À 2 joueurs, on va prendre 2 couleurs et on va placer nos jetons, nos personnages en fait, sur l'île au fur et à mesure on va la construire en fait en début de partie. Ça fait partie de la mise en place. Comment ? Aléatoirement, c'est-à-dire que chaque tuile, il y a 3 types de tuiles. La plage, qui sont les beiges comme ça, les forêts, qui sont les vertes, et les montagnes. Et en fait, ce qu'on ne voit peut-être pas, mais il y a 3 épaisseurs de tuiles. Les tuiles de plage sont relativement assez fines. La forêt est un petit peu plus épaisse, et la montagne est encore plus épaisse. J'ai la boîte par là, mais je ne vais pas vous montrer. Ce serait trop long à sortir. Et donc, on va positionner la plage, enfin l'île, comme ça, de façon aléatoire. Et on va positionner ensuite nos personnages, plus ou moins aléatoires. Nous, sur notre première partie, on va les mettre un petit peu comme ça vient, puisque chaque personnage, en fait, a une petite valeur qui est indiquée en dessous. Et tout simplement, c'est la valeur des points qu'on va remporter. Si jamais on arrive à mettre nos petits personnages à l'abri sur l'île qui sont aux 4 coins du plateau. Plusieurs façons de le faire, soit les déplacer sur les radeaux et déplacer le radeau pour qu'il aille ici, ou soit à la nage, tout simplement, de case en case. Il va falloir éviter tout ça, les monstres qu'on voit ici, donc là les serpents de mer. Au fur et à mesure de la partie, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir les requins. Il va y avoir aussi les kaijus qui vont évidemment nous embêter. Mais qui vont permettre également, surtout, de les contrôler un petit peu et d'aller embêter ses adversaires. Mais au fur et à mesure de la partie, en fait, toutes ces tuiles, eh bien, on va commencer par enlever toutes les tuiles de plage. Un tour de jeu, c'est simple. Je fais 3 déplacements. Donc, je déplace 3 fois un ou 3 personnages de 1, bref, vous avez 3 déplacements, 2 personnages ou 2 radeaux, et vous devez défausser une tuile. Donc comme je vous disais, vous devez défausser d'abord les tuiles de plage. Une fois qu'il n'y a plus de tuiles plage, eh bien vous allez défausser les tuiles forêt. Et une fois qu'il n'y a plus de tuiles forêt, vous allez défausser les tuiles de montagne. La partie s'arrête quand il y a 3 tuiles volcans qui sont révélées. Les tuiles volcans, forcément, sont sur les tuiles de montagne. Mais ces tuiles-là, en fait, vous allez les défausser, mais vous allez les garder, puisque derrière ces tuiles, il y a des actions bonus que vous allez pouvoir faire. Là, par exemple, vous voyez, au fur et à mesure de la partie, à quoi ça pourrait ressembler. Et ces tuiles, elles ont des actions. C'est dommage, on ne les voit pas. Peut-être sur la photo, ici... Non, on ne voit pas. Bref, là, on le voit un petit peu sur le côté. Il y a un joueur là qui a le rappel des règles avec les tuiles. Vous voyez que sur chaque verso de tuiles, eh bien, il y a une action bonus. Et des fois, c'est peut-être pas forcément toujours du bonus, ça peut être un malus, mais qui va nous permettre de contrôler les monstres, soit le serpent, soit le requin, soit le kaiju, et les activer, les déplacer, soit permettre de se déplacer plus rapidement, ou de déplacer les personnages, déplacer le radeau, enfin des déplacements supplémentaires. Donc qui crée vraiment une grosse interaction en fait entre les joueurs. Et à 2, nous on a passé un très bon moment. C'était plutôt fun de jouer même à 2 en ayant en fait deux couleurs. Et je sais même plus qui c'est qui a gagné, mais si c'est toi qui as gagné, même si c'est moi qui mets fin à la partie puisque j'ai sauvé tous mes personnages. Tous ceux qui ne se sont pas fait bouffer par les requins ou le serpent de mer. Et à ce moment-là, ils sont défaussés. Mais tous les personnages qui sont sur les coins du plateau, c'est-à-dire qui sont arrivés sur l'île, eh bien on va tout simplement compter la valeur qu'ils ont inscrit en dessous. Et cette valeur, elle est cachée en fait. Alors en début de partie, ils disent qu'on peut les regarder, mais on va pas s'amuser à les regarder toutes une par une. Ça va de 1 à 5 et elles sont représentées 2 fois. Donc je crois que du coup, on doit avoir 10 personnages
par joueur. Et en fait, une fois que la partie est terminée, on va prendre tous nos personnages dans la couleur et on va additionner la valeur qui est indiquée en dessous. Voilà, donc c'est vraiment plutôt fun, on a passé un bon moment, même à 2, ça peut se jouer donc jusqu'à 5 à partir de 8 ans, donc ultra familial, très simple, c'est rigolo, c'est marrant de déplacer tous ces personnages, essayer de faire bouffer ses adversaires par les monstres, ou de les mettre dans l'eau, etc., en révélant des tuiles. Voilà pour Survive the Land. Alors je me rends compte que j'ai pas dû mettre de notes pour les jeux précédents. Et moi j'ai plutôt passé un bon moment, je vais lui mettre une note de 7. C'est plutôt rigolo. Pour Survive the Land, donc ça, j'ai dit tout ça, c'est Zygomatic et Asmodée, aux alentours de 30€, qui est sorti le 27 septembre. Voilà pour Survive the Land. On va mettre une petite note de Prey également. Prey, c'est celui avec les dés. J'ai peut-être un petit peu moins aimé. Je vais mettre un petit 6. Et Rainbow, je vais mettre un 6,5. J'ai un petit peu préféré. Bon, celui-là, Aztec Prophecy, il a 8,5, franchement. 7,5. Et après, c'est déjà monté. Voilà, nous avons terminé, on a fait le tour des jeux auxquels j'ai joué. Et ouais, effectivement, il y a des retournements de situation avec les radeaux. Et c'est vraiment très drôle. La Survive the Land, il y a pas mal d'interactions. C'est pas de l'interaction très très méchante en fait. Hein, voilà, c'est des petits coups comme ça qui font que, le requin, il arrive ici, il bouffe ton survivant, mais en même temps tu retournes notre tuile, tu pensais t'en sortir avec retourner cette tuile, mais ça fait apparaître un monstre, un requin pile à l'endroit où tu es, bon bref. Mais on a passé un bon moment, c'était rigolo. J'ai hâte d'y jouer à 4, voire même on peut y jouer à 5. Je vous en dirai un petit peu plus prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des jeux, votre avis sur les jeux auxquels on vient de parler, si vous avez des avis, des préférences également sur les jeux qui font un petit peu votre actualité, n'hésitez pas à m'en parler. Toujours, je rappelle que en ce moment, sur ma page Instagram, vous avez Aztec Prophecy que vous pouvez tenter de remporter en concours, tout simplement. Il suffit de liker, commenter en invitant des amis sur Instagram et de partager en story pour avoir la chance de remporter ce superbe jeu. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais en tout cas, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Si vous êtes là sur Twitch, Max, je vous souhaite une bonne année. Candidize, je ne sais pas si tu es toujours là, mais meilleurs vœux également. Une très très bonne année remplie de jeux de société et de bien vous amuser. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Donc je suis le Meeple Vert sur Instagram. Pour donc les stories de partage, les reviews. Je pense que j'ai bien envie de vous parler de Escape the Island bientôt. Le concours Aztec Prophecy qui est toujours d'actualité. Et samedi, vers 11h sur Twitch, pour les sorties de la semaine qui vont reprendre un petit peu. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, lundi 20h pour les débats ludiques. En attendant, amusez-vous bien. Salut!